écoutez la radio libre en Périgord. Nous sommes toujours en direct et c'est l'heure d'une chronique consacrée à activité d'un mouvement, Libre Pensée en Périgord, groupe Fred Zeller. Et pour savoir tout et pour discuter ici dans nos studios, aujourd'hui on reçoit Jean-Louis Bagot. Bonjour, en direct. Bonjour à nos auditeurs du lundi. Voilà, maintenant c'est parfait. Je pense que nos auditeurs aussi vous attendent beaucoup mieux. Donc, la chronique que vous préparez, que vous réalisez, aujourd'hui va présenter quelques messieurs qui ont fait pas mal de choses, mais pour savoir un petit peu tout, je donne la parole à Jean-Louis. Oui, effectivement, bonjour. Nous poursuivons donc notre cycle La laïcité, une valeur universelle, et nous allons aujourd'hui parler d'hommes qui ont vécu au XVIe siècle, qui ont, comme ceux dont parlait la semaine dernière Jean-Jacques Brière de Lille, marqué leur époque, mais qui ont tellement bousculé les idées du moment, et surtout les forces en présence, les dogmes, etc., que chacun d'entre eux, dans ce XVIe siècle, a payé de sa vie ses idées. Et pourtant, elle tourne. Le fameux aparté de Galilée est passé à la postérité. Et je commence par cette citation célèbre, effectivement, pour illustrer ce propos. Nous ne reviendrons pas aujourd'hui sur Galilée, qui lui est passé à échapper au bûcher, malgré tout. Mais la fameuse phrase « et pourtant elle tourne » figure bien comme épitaphe sur sa tombe. Alors, quel lien entre ce sujet du jour ? Nous allons parler de Giordano Bruno, de Giulio Cesare Vanini, nous allons parler d'Étienne Dolet, nous allons parler de Michel Servet. Quel lien avec les émissions précédentes ? Jean-Jacques Brière de Lille, lundi dernier et le lundi précédent, a développé sa communication autour des idées avant-gardistes d'Épicure, puis de son disciple Lucrèce. Rappelons-nous, Jean-Jacques nous a expliqué que bien peu d'écrits d'Épicure, qui a vécu donc entre 341 et 270 avant notre ère, nous sont parvenus. Seules une cinquantaine de pages et une poignée de maximes ont été sauvées par un historien, Diogène Laërce, qui vivait lui au début du IIIe siècle de notre ère, et qui a fait un travail important sur Épicure, et qui a pu lui attribuer plus de 300 traités, mais qui ne nous sont pas parvenus. Le lien, c'est quoi ? C'est que si ces traités ne nous sont pas parvenus, c'est parce que l'Église catholique s'est déchaînée contre les écrits d'Épicure qui ont été systématiquement brûlés dès que l'Inquisition s'est mise en place. Et c'est dans cette même période donc, que sont apparus les hommes dont nous allons parler aujourd'hui, Giordano Bruno, Cesare Vanini, Étienne Dolet, Michel Servet. Et donc le point commun, c'est cette violence avec laquelle l'Église catholique a tenté de supprimer toute trace des travaux de ces hommes, dont la caractéristique de chacun est, avec les moyens du moment, de rechercher une méthode de travail scientifique, et qui ont tous, sur des aspects particuliers, fait franchir la pensée humaine aux sciences des pas particulièrement importants. Donc si nous nous resituons maintenant au XVIe siècle, nous sommes à une période où effectivement l'Église catholique domine totalement les sociétés françaises, italiennes, espagnoles, et dont l'Inquisition est un instrument particulièrement redouté. Je vais être très bref sur la partie biographie des hommes dont nous allons parler, car l'important, c'est de mettre en relief précisément ces idées qu'ils ont mis à jour, qu'ils ont défendues, et qui leur ont coûté si cher, puisqu'ils ont tous fini sur le bûcher. Alors, Giordano Bruno, moins connu que Galilée. Giordano Bruno, il a vécu entre 1548 et 1600. Il a passé une partie de sa vie, le début de sa vie, chez les dominicains, et a fini par se rebeller contre le dogme. Et il s'est rebellé sur un point qui nous ramène au 1er siècle de notre ère, puisqu'il a affirmé son désaccord avec le dogme de la Trinité. Et c'est précisément le point sur lequel s'est cristallisée la position dogmatique de l'Église catholique au Concile de Nicée, convoqué par l'empereur Constantin en 325, qui a finalement tranché sur un fond de nécessité politique pour des thèses
opposant les arianistes à celles de l'évêque des arianistes, Darius par contre, Alexandre, au profit donc des thèses d'Alexandre, donc au profit des thèses de la Trinité. Et donc Giordano Bruno, il a contesté ce point-là. Alors, nous sommes en 1575, Giordano Bruno a 27 ans, il quitte les dominicains, et l'Église cherche à ce moment-là à le faire condamner comme hérétique. Et on sait ce que ça signifie sous l'Inquisition. Giordano Bruno se passionne pour la cosmologie, il se déplace sans cesse en France, en Italie, en Angleterre, et en 1584, il publie ses œuvres les plus importantes avec les résultats de ses travaux. Et là, il soutient que l'univers est infini, qu'il n'y a pas de centre. Et là, ce sont des thèses en totale contradiction avec le dogme de l'Église catholique, qui est fondé sur le géocentrisme. L'homme est au centre de tout, la Terre est au centre de tout. Commencer à expliquer que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, ça colle pas. Ça colle pas du moins avec le dogme, même si ça colle scientifiquement. Et c'est là une caractéristique typique de l'attitude de l'Église au cours des siècles. Et on va voir que ça continue pratiquement aujourd'hui, même si c'est pas avec la même violence. Donc l'Église se déchaîne parce qu'il publie de nouveaux traités. Malgré toutes les pressions, il maintient ses positions. Et, eh bien, même s'il vacille à un moment donné, il finit par confirmer ses découvertes. Et après 8 années de procès, il est condamné à mort. Il sera brûlé vif en 1600 à Rome. Donc, Giordano Bruno, c'est l'idée effectivement que la Terre et l'homme ne sont pas au centre de tout. Giulio Cesare Vanini a vécu un tout petit peu plus tard, 1585-1619, bon, on peut comme dire qu'ils sont contemporains, et Vanini arrive en France en 1614. Nous sommes alors 4 ans après la mort d'Henri IV, on sort de 36 ans de guerre civile, et il y a une période de très relative ouverture. Après ces périodes particulièrement difficiles, les échanges sont un peu plus importants, les réflexions également. Et Vanini, il s'installe en France, et là aussi, il va commencer à avoir des soucis, parce que 1615, c'est aussi un petit peu la fin de cette période de relative détente. Le parti dévot, le parti soutenant complètement l'Église catholique, se reprend un petit peu progressivement les choses en main, et on va assister à un raidissement avec des lois contre les blasphèmes, etc., toute une série de dispositions qui vont revenir à des périodes qui avaient été connues précédemment. Alors, quel est le point sur lequel Vanini va rencontrer des ennuis ? C'est que lui, il conteste la supériorité de l'espèce humaine sur toutes les autres. Il avance une double rupture. C'est-à-dire qu'il se base sur une forme d'athéisme radical et de matérialisme, et il doit repenser les choses hors du schéma créationniste qui domine alors. Nous ferons peut-être un de ces jours une émission sur le créationnisme, qui est une position qui consiste à dire que tout ce qui est écrit dans la Bible est juste à la virgule près, et qui s'attache par des gesticulations et des acrobaties intellectuelles invraisemblables à essayer de le prouver scientifiquement. Donc que la Terre aurait 10 ou 12 000 ans, etc. etc. Voilà. C'est grave puisqu'il y a des endroits où ces thèses sont quand même reprises dans certains enseignements, au moins à équivalence avec d'autres. On peut penser en Australie et à certains États des États-Unis. Donc, en 1600, dans cette période-là, 1614, avancée des thèses qui se situent hors du schéma créationniste, j'allais dire c'est impensable, contradictoirement. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il transgresse, ça revient un petit peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure, il transgresse un tabou, comme quoi l'homme serait une espèce distincte du reste. Et donc là, pareil, il va lui arriver un certain nombre de problèmes, puisqu'il va finir lui également par payer de sa vie, donc en 1619, le fait qu'il n'ait pas voulu revenir sur ses positions. Alors les deux autres personnages dont je voulais parler aujourd'hui, Étienne Dolet et Michel Servet. Étienne Dolet était un imprimeur qui a vécu à Orléans, etc. Et lui, ses ennuis viennent de ce qu'il a publié un certain nombre de livres
qui avançait des choses qui étaient en totale contradiction avec le dogme de l'époque. Et là aussi, il va finir par être brûlé, puisque c'est le sort qui est réservé aux hérétiques. C'est installé à Lyon en particulier. François Ier, donc, qui l'avait protégé, va l'abandonner, et on va lui faire subir le supplice. Alors il finit quand même par implorer le pardon de Dieu, ce qui lui vaut de ne pas avoir la langue coupée avant la mise à feu du bûcher. Belle consolation. Oui, Jean-Louis, comme vous donnez pas mal d'exemples, souvent les idées, les personnes pouvaient risquer sa vie. Et la vie est, on va dire, assez horrible, comme un exemple pour les autres, qu'il ne faut pas peut-être aller trop loin. Il existe une dogme, mais il faut le suivre, c'est ça. Absolument. Absolument, c'est ça l'attitude de l'Église catholique, de pas admettre qu'on puisse déroger en quoi que ce soit à ce qu'elle a défini comme étant, qui sont des vérités révélées, des dogmes, donc n'ont aucune justification scientifique, mais s'aventurer en dehors de ces positions, c'est risquer sa vie. Mais l'Église catholique n'a pas le privilège de cette chose. Parce que, nous arrivons vers la fin de notre émission, la quatrième personne dont je voulais parler, Michel Servet. Et Michel Servet, il est né en Espagne, en Aragon, et lui, il va avoir des ennuis. Il s'est installé à Genève, et il a, par exemple, découvert le principe de la circulation sanguine. Il a donc des choses qui n'étaient pas cohérentes avec les positions de l'Église catholique. Et puis, il s'oppose à Jean Calvin. Donc là, ce n'est plus l'Église catholique, c'est le calvinisme. Eh bien, c'est Jean Calvin qui va décider de le faire passer sur le bûcher à Genève. Donc l'Église catholique, qui a un palmarès macabre, particulièrement impressionnant, n'a pas non plus l'exclusivité de la cruauté, puisqu'on voit que là, les calvinistes se sont comportés exactement de la même manière. Je voudrais dire également que Giordano Bruno et Vanini ont également des soucis par rapport à l'Église anglicane, qui, sur ces questions-là, a partagé les positions également de l'Église catholique. Donc il est clair qu'effectivement, les églises et les dogmes sur lesquels ils s'appuient et qu'ils veulent imposer à toute la société étaient à cette époque-là des choses qui mettaient en vie la vie de ceux qui refusaient de s'y soumettre, qui voulaient réfléchir en dehors de ces schémas. Mais je dirais aujourd'hui, ça continue un petit peu. On refera d'autres émissions, par exemple sur le créationnisme, qui représentent une frange effectivement très réduite d'associations, mais qui ont quand même, comme je disais, une puissance suffisante pour imposer que ça rentre dans certains enseignements. Mais la position des églises, c'est souvent maintenant une position élastique, c'est-à-dire on recule un petit peu sur ce qui n'est plus tenable. C'est plus tenable aujourd'hui d'expliquer que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre, mais le moindre interstice est utilisé pour faire refluer les choses. On le voit par rapport, je dirais, sur un terrain un petit peu différent de la loi sur la laïcité. Et l'idée de toute notre démarche dans ce cycle, c'est de montrer comment ce sont des dizaines de siècles dans lesquels il y a eu des penseurs, des gens qui sont morts pour leurs idées, qui ont permis de faire émerger ce concept de laïcité et qui s'est traduit en France par la loi de 1905. Mais là où ça revient sur notre propos de cette position de l'Église qui refuse et qui utilise le moindre interstice, l'Église aujourd'hui est d'accord avec la loi de 1905, parce qu'il est difficile de lire à bord la loi de 1905, mais pour la loi de 1905, accompagnée de la loi de Debré, qui est totalement contradictoire avec cette loi de 1905, puisqu'elle organise le versement de milliards de fonds publics à l'école privée. Donc, voilà, aujourd'hui, comment les choses apparaissent, ce sera l'objet, bien sûr, d'autres émissions. Donc, si j'ai bien compris, pour aujourd'hui, vous dites au revoir pour nos auditeurs. Voilà. Jean-Louis Vago. Je vais dire au revoir à nos auditeurs en rappelant que sur notre site www.lpdordogne.fr, ils pourront retrouver dans quelques jours cette émission, accompagnée des références documentaires que j'ai pu utiliser pour ce petit entretien.